Le plaisir de jouer les remplaçants une fois de plus à la présentation de votre émission, de votre rendez-vous de football du lundi soir sur Télé Africain. Les As du foot, Rodrigue Abdoul Bekale se trouve du côté du Maroc où se dispute le championnat du monde des clubs. Et d'ailleurs, on profite de l'occasion pour lui dire bonsoir à Monsieur Rodrigue Abdoul Bekale. Je suis avec les As, les consultants de notre émission de sport, Gaëtan Kouka. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Monsieur Pambo. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de toujours me faire l'honneur d'être parmi vous. Ça a été le week-end? Oui, un peu bousculé parce qu'il y avait un mariage, mais après tout est rentré dans l'ordre. Ça va, merci. Brice Dengue, bonsoir. Bonsoir, oui. Un week-end de football, évidemment. Oui, un week-end noir pour ce qui me concerne. Noir dans tous les sens, parce que non seulement j'ai perdu un jeune supporter, Ouais. donc on passe beaucoup de temps là-bas. Ensuite, tous les résultats sportifs n'ont pas été favorables pour moi. Que ce soit sur le plan local comme hors du pays. Hors du pays. Je comprends. Mermoz, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, ça va. Très bien. Vous étiez devant le petit écran pour voir la finale du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations. Tout à fait. Pour voir surtout la prestation de notre arbitre, Atio, que j'estime qu'il a fait une belle prestation, surtout une deuxième mi-temps qu'il a plus ou moins maîtrisée par rapport à la première qui était un peu plus tendue. On va en parler évidemment. Serge Monguegué, bonsoir. Bonsoir Ange. Merci beaucoup. Merci, le plaisir est partagé. Dépendant du fait que je lutte avec une forte grippe depuis le week-end, j'espère que j'aurai la voix pour soutenir mes arguments. Ça nous fait plaisir de savoir que même sur une béquille, vous tenez absolument à être présent sur le plateau des As du foot. Merci. Pour que nous puissions servir le meilleur aux millions de téléspectateurs disséminés à travers le monde. Alors, Berlek, Lekoba et Rodrigue Bekale vous ont concocté de superbes thématiques. La première sera consacrée à cette campagne de préparation de l'équipe nationale de U23. Vous le savez, c'est le mois prochain, le mois de mars prochain, que le Gabon va disputer le troisième et dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations de U23 qui va se dérouler au Maroc. Une confrontation face aux Lionceaux, les Lions indomptables du Cameroun. Et puis dans l'émission, on parlera aussi de ces révélations de l'international ou de l'ex-international gabonais Mario Lemina. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux qui fait jaser. Évidemment, on va tenter d'interpréter les propos de Lemina, le timing. Pourquoi maintenant accepter de donner sa version des faits plusieurs mois après, même un an après cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est disputée au Cameroun. Et puis on va évoquer ces partenariats tissés, scellés par la Ligue nationale de football professionnel qui a donc désormais certains partenaires qui vont l'accompagner dans le domaine du marketing. Donc cette volonté, cette détermination de Brice Mbeka Djambou qui souhaite donc renflouer les caisses de la LINAF. Évidemment, Mermoz l'a brossé dans son propos introductif lorsqu'il a parlé de Pierre-Ghislain Atio qui a été aux commandes, le directeur de jeu lors du match opposant le Sénégal à l'Algérie. C'était la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Le Gabon dignement représenté lors de cette 7e édition du CHAN avec Pierre-Ghislain Atio mais également Merlez Dissoga. Et puis on peut d'ailleurs étendre la liste, mais là on est en train de parler des arbitres. Serge Monguegui, Pierre-Ghislain Atio et Merlez Dissoga ont été accueillis de façon triomphale, notamment par la Fédération gabonaise de football, fière de voir à nouveau un Gabonais officier une finale d'une compétition organisée par la Confédération africaine de football. La dernière fois, c'était en 1990 que Jean-Fidèle Diramba, évidemment, arbitrait cette finale entre l'Algérie et les Super Eagles de Nigeria. Oui, c'est tout bénef pour le football gabonais. Et cela permet aussi de lever tout ce qu'il y a comme équivoque autour de l'arbitrage parce que, comme vous le savez si bien, au niveau de ces acteurs majeurs du football, il y a quand même des divisions qui ont toujours régné. Et je crois que pour certains, ils ont toujours pensé qu'ils auraient pu être à la place des autres. Mais j'avoue que c'est comme un exploit, voir ces jeunes Gabonais aller réaliser une performance au niveau international, alors que, sur le plan national,
Nous sommes en train de nous battre encore pour des questions de structuration et d'organisation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, je rejoins mon frère Gaëtan, ce n'est que des problèmes d'hommes que nous avons. La preuve est palpable à ce niveau. Alors, Brice Inengue, beaucoup de Gabonais ont découvert Pierre Atcho, beaucoup évidemment, le samedi dernier lors de cette finale qu'il a brillamment arbitré en rendant une copie propre entre le Sénégal et l'Algérie. Mais Pierre-Ghislain Atcho, pour les fans du football national, est un nom bien connu. Oui, pour ceux qui regardent continuellement le championnat de première division au Gabon, Atcho ne peut pas être une inconnue. C'est le genre d'arbitre qui aujourd'hui, quand vous savez, quand vous allez au stade et vous savez que c'est lui qui a le sifflet, vous dormez tranquille parce que vous vous dites qu'il y a un certain nombre d'erreurs qu'on ne devrait pas avoir. Parce que c'est un garçon très sérieux, très pédagogue. Vous le voyez très souvent, il parle beaucoup aux joueurs sur le terrain. Il fait des matchs corrects malgré parfois l'absence de championnat. C'est ce qui l'handicape beaucoup parce que je pense qu'il aurait pu atteindre ce niveau-là longtemps avant, mais malheureusement l'absence de compétition domestique a fait que souvent il est privé de grandes rencontres. Je pense que pour ceux qui suivent le championnat, il ne peut pas être surpris. On savait tous que Atcho, avec un peu plus de sérieux, allait arriver au sommet de l'Afrique. Là, il est au petit sommet, mais quand même d'une grande compétition, parce que je pense après la CAN, c'est l'un des tournois les plus importants aujourd'hui en Afrique. Là, il est au sommet. Ce n'est pas n'importe quel arbitre qu'on envoie en finale d'une compétition de cette envergure. Je pense que c'est le Gabon qui est honoré et c'est la corporation qui représente qui devrait être fière et se dire que travaillons pour rehausser davantage notre niveau. Gaëtan Kouka, quand on sait évidemment dans quel environnement les arbitres gabonais travaillent, et Brice Inengue venait d'en parler, ça rehausse une fois de plus la performance de ce garçon. C'est-à-dire que la Confédération africaine de football n'est pas hésité tout de suite à lui donner cette finale-là du CHAN entre le Sénégal et l'Algérie. Oui, c'est tout à fait, on va dire, un fait inédit, j'ai envie de dire, M. Pambou, simplement parce que, vous voyez, nous sortons quasiment de deux années, sinon 3 années d'absence de compétition. Et arriver comme ça sans aucune préparation, j'ai envie de dire, et faire cette prestation lors du CHAN, donc le championnat d'Afrique des Nations, c'est une performance à saluer. Maintenant, on espère que la Fédération gabonaise de football, via sa commission d'arbitrage, M. Inengue, vous me reprenez, et naturellement l'association des arbitres, mettons en place une véritable dynamique pour que ces acteurs du football qui sont quelque peu les parents pauvres du football puissent être plus mis en lumière qu'autre chose. Mermoz, évidemment que l'arbitrage gabonais dans le domaine du football a souvent rendu des copies propres, a souvent fait honneur au sport gabonais et en particulier au football, en citant évidemment tous ces grands noms de l'arbitrage dans notre pays. On a parlé d'Ossé Mondé, je pense, de Jean-Fidèle Diramba, de Pierre-Alain Mungengi, les Biyogué, les Jean-Bart Médou. Ils sont nombreux, et les derniers d'ailleurs. Les derniers, justement. Et les derniers. Togo Castagne qui a fait aussi Mbera Youssouf, Togo Castagne. Qui ont fait du bon travail aussi au niveau de l'arbitrage gabonais. Maintenant, moi, comme l'a si bien dit Gaëtan tout à l'heure, c'est surtout la surprise du fait qu'on ait fait 2 ans, voire 2 ans et demi sans compétition locale et que notre arbitre, en l'occurrence Atcho, ait encore ce degré de compétence dans son travail. C'est vraiment le Gabon qui est honoré. Il faut dire que peut-être eux, à leur niveau, ça travaille mieux que pour les autres acteurs du football, parce que j'ai vu que ces derniers temps, malgré le fait qu'il n'y avait pas de compétition locale, on a quand même vu ces petits séminaires de formation. Certains étaient envoyés pour rehausser leur niveau. Ils ont souvent tenu à participer à tout ce qui était, on va dire, comment on appelle ça, les formations pour redorer un peu leur blason au niveau de la compétence que la CAF organise ici et là en Afrique ou dans le monde. Et je crois que c'est ce qui paye. Mais c'est ça à mettre évidemment à l'actif de la Fédération gabonaise de football, tel que constaté, on va dire quoi, ces dernières années, Serge Mungengi. Oui, Brice Inengue, vous voulez ajouter un complément? Il faut dire que les arbitres ne sont pas tous restés inactifs malgré les 2 années de championnat en arrêt. On va dire même les 5 ans de championnat qu'on a complètement dilapidé.
les arbitres sont toujours restés en compétition. La preuve, Acho, Izonga et autres, ils sont toujours, je citerai le cas d'Omanda par exemple, qui sont toujours en compétition internationale, et qui ont arbitré quasiment tous les matchs de Coupe africaine, que ce soit Ligue des Champions ou Coupe de la CAF, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine, les arbitres gabonais ont toujours été de la partie. C'est vrai que l'absence du championnat est un véritable problème, il ne faut pas encourager cette absence-là, mais malgré ça, ils ont profité de certains séminaires, comme le maire Maud le disait hier, certains séminaires organisés pour se remettre toujours en forme et participer à toutes les compétitions qui se sont organisées sur le continent pour garder au moins le sifflet à la bouche. Et là, on sent Serge Monguengui l'apport évidemment de Pierre-Alain Monguengui, qui lui-même, on a dit, l'un des plus grands sifflets gabonais de tous les temps, avec cet effort qui est fait dans le cadre de la formation, soit initié par la Fédération internationale de football, FIFA, et la CAF aussi. Oui, bien entendu. Encore que sur cet aspect de formation, de renforcement des capacités, il y a un petit souci. Parce que certains arbitres ont souvent pensé qu'il y avait des partis pris. C'est certains qui bénéficiaient de formation et d'autres pas. Et lorsque vous regardez le comportement de nos arbitres sur le plan national, en province par exemple, excusez-moi, les arbitres, certains ne font aucun effort. Parce que nos championnats se jouent quand même sur le territoire national. Toutes les fois qu'un arbitre devrait mieux se comporter sur le plan national, il faudrait qu'il y ait assez de monde, il faudrait que le match soit reporté. Donc, au regard de tous ces éléments-là, ça les amène à se ranger. Mais moi, j'ai vu des matchs où vous avez l'impression que certains arbitres sont partis pour, disons, pour rester dans un engrenage qui n'a pas de nom. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de présidents du club se sont s'investissent pour, disons, donner assez de moyens à certains clubs, et qu'un ou deux arbitres viennent fausser. Moi, je dis, l'exemple aujourd'hui, au regard de la performance de M. Litsoga, ce serait que tous les arbitres comprennent qu'ils doivent travailler, s'ils doivent bénéficier de formations, ce serait jugé par leurs différents responsables afin qu'ils soient retenus. Mermoz, et évidemment cette volonté du président fédéral également d'assainir davantage les rapports entre hommes et femmes d'une même corporation, celle des arbitres évidemment. Aujourd'hui, on peut se réjouir de voir qu'au sein de la commission d'arbitrage de la Fédération gabonaise de football, cette commission aujourd'hui bénéficie d'une expertise, et pas de moindre, celle de quelqu'un qui était dans le camp d'en face, avec Jérôme Efonzolo, qui aujourd'hui a rejoint Pierre-Alain Monguengui, c'est Jean-Bart Medou. C'est un signal fort quand même. Oui, c'est un signal fort, et moi j'ai apprécié parce que, comme on dit, c'est le sport gabonais qui gagne, et le foot en particulier qui gagne quand on voit ce genre de rapprochement et cette symbiose dans un travail. Jérôme Efonzolo fait un bon boulot, lui qui est justement un ancien arbitre, rappelons-le, 4 fois meilleur arbitre de Belgique. Moi, je dis c'est là où le foot gagne. Et comme on parlait au début de la formule que mon frère Gaëtan m'employait, que nous avons un problème d'hommes, mais voilà, il faut mettre les bons hommes à la place qu'il faut pour avoir de bons résultats. Et aujourd'hui, Acho est un exemple de bons résultats pour le football gabonais. Alors, pour terminer avec cette actualité forte, intéressante, Gaëtan Kouka, on a fait un peu la grimace, ou on a bu un peu la soupe à la grimace lorsque Eric Otogo-Castan annonçait son retrait de pelouse, et évidemment lui qui est fraîchement retraité, jeune retraité, mais là on a raison d'espérer d'avoir encore pendant quelques années des arbitres gabonais qui vont continuer à hisser très haut le vert jaune bleu. Oui, nous pouvons nous en réjouir parce que vous voyez, il y a effectivement une belle fourchette de jeunes arbitres qui montent en puissance. Vous partirez du jeune Greg Moukani qui allait représenter le Gabon dans la même discipline au niveau de la CEMAC, non, de l'UNIFAC, et les autres qui suivent. Alors moi je pense que le travail maintenant devrait se situer au niveau du suivi et donc du rudiment. La formation c'est une chose, mais après avoir un championnat de bonne qualité permet justement aux instructeurs d'avoir une grille de lecture beaucoup plus précise dans la qualité de la formation. Donc c'est maintenant vers ça que la fédération et la Ligue nationale de football devaient s'atteler à mettre en place pour que la prochaine CAN, lors de prochaines compétitions, que nous puissions retrouver minimum un arbitre, si ce n'est pas des différents trios arbitrales sur le plan gabonais. Donc on se réjouit évidemment de ces lauriers tissés sur la tête de Pierre Ghislain, qui a donc été notre
notre porte-bonheur lors de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, Pierre Ghislain Atio. On a parlé de Merles Ditsoga. Puis il y a également d'autres compatriotes évidemment qui sont présents, qui ont été présents en Algérie pour ce championnat d'Afrique des Nations. C'est le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, mais aussi le docteur Cyril Mouyopa, membre de la commission d'arbitrage, dont l'expertise a été sollicitée par la Confédération africaine de football dans le domaine médical, mais aussi d'Omer Parezo au niveau de la commission marketing. C'est l'expertise du Gabon qui est sollicitée et ça fait honneur au pays, évidemment. On va donc ouvrir le premier tiroir proprement dit de notre émission, le premier thème consacré au championnat, à la Coupe d'Afrique des Nations de football U23 qui va se disputer cette année 2023 au Maroc. Vous le savez, le Gabon va jouer le 3e et dernier tour qualificatif pour cette CAN U23 face au Cameroun dans quelques semaines seulement. Cette équipe du Gabon qui est en préparation, elle a récemment joué contre l'Égypte, mais il y a quelques graissements de dents, quelques incompréhensions, messieurs, par rapport à ce regroupement des U23 entraîné par Saturnin Ibela Mermoz. Déjà les journalistes se plaignent, nous plaignons du fait que Saturnin Ibela ait convoqué son équipe sans organiser une conférence de presse. Oui, d'accord, oui, on se plaint, c'est normal. On voudrait savoir quels sont les joueurs qui sont partis, parce qu'on les découvre après par les petits résumés que différents confrères qui ont accompagné cette équipe en Égypte on peut faire dans les journaux papier ou presse en ligne. Mais surtout, cela montre aussi, excusez-moi, un manque criard de communication de la part de la Fédération gabonaise de football qui gère les équipes nationales. C'est à la Fédération d'organiser ces conférences de presse, d'inviter la presse à ces conférences de presse pour pouvoir avoir tous les éléments qu'il faut. Maintenant, nous étions plus ou moins au courant que cette équipe devait aller en Égypte. C'est peut-être la manière dont elle est partie qui pose problème. Brice Inengue, est-ce que c'est une obligation d'organiser une conférence de presse pour une équipe de U23? Il n'y a pas eu de conférence de presse, certes, mais par voie de presse, les médias, les journalistes sportifs ont eu la liste des joueurs qui ont été convoqués. C'est-à-dire que la fédération a mis en ligne cette liste de joueurs convoqués par Saturnin Ibela. Est-ce que les journalistes auront de bonnes raisons de faire la moue? Une conférence de presse est une habitude aujourd'hui. C'est tellement ancré dans le paysage du football moderne que c'est important pour les journalistes d'être présents pour pouvoir poser un certain nombre de questions par rapport aux joueurs qui ont été convoqués et comprendre pourquoi le sélectionneur convoque tous ces éléments-là. C'est important donc pour les journalistes de comprendre pour pouvoir mieux ventiler l'information après au niveau de la population. Il n'en demeure pas moins également que le journaliste ne doit pas rester uniquement assis à attendre chez lui que l'information soit envoyée par mail pour qu'il commence à traiter le sujet. Parce que on savait tous que cette équipe-là était en préparation. Il y a des jeunes qui sont venus de l'intérieur du pays qui étaient à Libreville. On savait tous que l'équipe nationale était en regroupement à Libreville, qu'elle allait voyager pour l'Égypte. On avait plus ou moins les dates de départ et les dates de retour. Donc il appartenait aux journalistes après d'essayer de rencontrer le staff technique pour pouvoir poser un certain nombre de questions, pour pouvoir comprendre. Mais cela ne veut pas seulement dire que tout a été bien fait. Je pense que le fait de n'avoir pas organisé cette conférence de presse est un problème de communication, Mermoz le dit. Il est quand même important toujours d'avoir cette conférence de presse qui permet surtout à tout le monde de comprendre pourquoi certains joueurs ont été convoqués. Alors, les médias, évidemment, ont eu l'information sur ce regroupement-là. C'est de l'équipe de Saturnin Ibela en Égypte, Gaëtan Kouka. La liste de joueurs convoqués a également fait jaser, évidemment. Je crois que c'est un groupe de 18 joueurs qui ont été locaux, qui a été une liste de 18 joueurs locaux, donc qui a été élaborée par Saturnin Ibela. Gaëtan Kouka, dans cette liste de 18, donc on fait le constat qu'il y a évidemment quasiment le gros de joueurs qui avaient déjà été appelés du côté du Stade Mandji, je pense bien. Et puis bon, il y a une présence prononcée de joueurs de l'Ozosport. Et là, ça interroge
forcément, il y en a qui se disent que Saturnin Ibela a un peu tiré la couverture de son côté, a fait la part belle à un club dont il est l'entraîneur, c'est bien ça? Ouais. Oui, ça peut se comprendre comme ça, mais permettez-moi, avant de répondre spécifiquement à cette question, de dire ceci. Dans le cadre de la restructuration du football global, la FIFA a mis en place de nouvelles règles, et au titre desquelles, justement, la communication. Aujourd'hui, c'est une exigence CAF et FIFA pour tout entraîneur de pouvoir justement venir et communiquer à plusieurs fins. La première, c'est justement déjà décliner sa liste, et la deuxième, c'est de défendre son choix justement sur la base des faits que vous énoncez, pour dire que j'ai choisi tel joueur sur tel critère par rapport à ceci. Or ici, n'ayant pas la fédération effectivement via son service communication, n'ayant pas organisé cette séance d'échange, on va dire ça comme ça, n'a pas donné la possibilité aux sélectionneurs de pouvoir justifier le nombre suffisamment important de tel joueur venant de tel club ou de tel autre. Donc à partir de ce moment, je dis, M. Ibela peut avoir sa raison ou trouver tout son fondement dans le fait où vous savez qu'on n'a quasiment pas de championnat en activité, et le fait d'avoir eu une équipe, il peut s'appuyer sur ça pour dire que c'est d'abord une question d'ossature et former justement une espèce de mode pour pouvoir justement atteindre les objectifs recherchés par le technicien. Parce que la mise en place d'une équipe est fonction de la vision du technicien, et ça dose justement sur la qualité des joueurs qu'il va avoir pour atteindre ses objectifs. Donc ça peut se comprendre comme ça. Maintenant, après, nous disons qu'il y a des normes, donc des exigences auxquelles nous devons nous plier avant chaque début de championnat ou avant chaque regroupement. C'est la communication. La fédération a communiqué par presse interposée pour dire que l'équipe nationale devrait rentrer en groupement à telle période. Pourquoi faire cette demi-communication? À partir du moment où il y avait un calendrier apparemment clairement établi, on aurait dit que les gars rentrent en groupement à telle période, et à telle période le sélectionneur fait sa communication. On invite la presse justement pour comment dirais-je, élucider tous ces points d'ombre. Serge Mouguegui, est-ce que dans cette liste de 18 concoctée par Saturnin Ibela, on ne retrouve pas quasiment l'ossature des joueurs qui avaient déjà été convoqués lorsqu'il s'est agi de disputer le deuxième tour qualificatif de cette CAN U23? Bien, mais je ne suis pas allé dans le fond de cette liste, mais au regard quand même de la sensibilité du sélectionneur, il est quand même, je pense qu'il devrait avoir obtenu autour de cette ossature quand même des anciens qui avaient déjà pris part à la dernière sortie. Maintenant, le fait qu'on entende dire que la plupart des garçons appartiennent à l'OZO, bon, vous savez, lorsque vous mettez en place une structure, une équipe de football, vous recherchez une cohésion. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'aujourd'hui, l'OZO, par exemple, est recruté, a orienté ses recrutements pour cette année sur les garçons qui ont évolué dans cette équipe à la dernière saison. Donc, ça ne devrait pas nous surprendre. Maintenant, attendons voir les résultats. Moi, je sais que lorsqu'ils sont partis, il y a eu des demandes d'autorisation qui ont été adressées à certains clubs. Moi j'en ai vu une demande d'autorisation. Donc, dire que rien que les garçons, rien que les acteurs, les joueurs de l'OZO, je dirais non. Il faut quand même penser que c'est aussi aller un peu très vite, parce que je crois que c'est en moins de 2 semaines que ce regroupement s'est opéré. Je pense quand même qu'ils sont allés là où ils sont allés un peu trop vite. Mais est-ce que c'est un faux procès qu'on fait à Saturnin et Ibela? Ce qui intéresse le sélectionneur U23 du Gabon, c'est bien la recherche de la qualité, des joueurs de qualité. Bien sûr. On regarde d'abord de la prestation qu'il a faite lors de la dernière sortie face à Madagascar. Je crois qu'il a vu, on se rappelle dans quel contexte il a préparé ce match, il a pu voir déjà une certaine équipe. Serge parlait justement de ce problème d'autorisation. Rappelons que les compétitions des U23, qu'on appelle communément les espoirs, ne sont pas encadrées comme les dates FIFA. Donc ce sont des autorisations exceptionnelles que donnent les clubs pour libérer les joueurs. Nous avons un assez bon vivier de joueurs de moins de 23 ans qui pourraient intégrer notre équipe nationale, qui sont même par exemple à l'extérieur du pays. Et plein ne pourront pas venir parce que peut-être joueurs majeurs dans leur club, quelles que soient les différentes divisions où est-ce qu'ils évoluent au niveau par exemple de l'Europe. Déjà il a ce problème. Si Serge parle d'autorisation,
tout le monde peut comprendre qu'avec Lozo, l'autorisation est plus ou moins actée dès lors que lui-même il est entraîneur de ce club et que peut-être avec les autres clubs ce sera un peu plus difficile. Mais je pense quand même que connaissant quand même Saturnin et le sérieux de l'homme, il va essayer de faire la meilleure équipe possible pour pouvoir passer ce tour parce qu'il a des exigences données par la fédération et lui-même il est exigeant avec lui-même. C'est se qualifier pour cette CAN U23. Brice Inengue, cette équipe de U23, évidemment, c'est ossature élaborée par Saturnin Ibela, donc le sélectionneur des U23. On retrouve l'essentiel des joueurs qu'il avait déjà convoqués, on l'a dit. Est-ce que, en dehors de ce vivier-là, puisqu'on sait évidemment qu'il y a les professionnels qu'il n'a pas appelés pour prendre part à ce stage qui se déroule en Égypte, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs importants, clés, de qualité, qui n'ont pas été appelés, qui jouent localement, qui n'ont pas été convoqués par Saturnin Ibela? On sait que sur la liste des 18 qu'il avait sous la main, ils étaient un peu plus nombreux. Et il y en a 3 qui sont restés sur Libreville pour des problèmes administratifs. Je prends le cas du jeune Bongonza qui n'a pas pu voyager parce qu'il n'avait pas de passeport. Le cas de Kamambere qui est introuvable sur le territoire. Donc il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans cette liste mais qu'il n'a pas pu avoir, qu'il avait déjà lors des derniers matchs, mais qu'il n'a pas pu avoir. En plus de ça, on sait qu'il devrait avoir le renfort. D'ailleurs, il l'a dit dans son interview d'avant-match, il disait que l'objectif, c'était de voir qu'est-ce que valent les garçons du championnat national, d'abord, dans un premier temps, dégager une ossature qui sera complétée par la venue des expatriés qu'il souhaite avoir pour le prochain regroupement. Ça tombe bien puisqu'on sera lors des dates FIFA et que le sélectionneur A peut appeler ses joueurs sans que le problème de date ne se pose pour les mettre après à la disposition de l'équipe B. Donc normalement, il ne devait pas avoir de problème. Je pense qu'au niveau de l'équipe, il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas de ce regroupement-là, qui attendent tranquillement que la période du match arrive, que le regroupement pour le match arrive et qui seront peut-être de la partie, peut-être qu'ils auront réglé en temps tous les différents problèmes qu'on avait. Oui, je trouve l'approche après les explications de M. Inengue, de M. Ibela tout à fait intelligente. Intelligente parce que justement, il a d'abord le souci de dire que nous avons des jeunes qui sont sous la main et pour ne pas déranger parce que vu les dates, hein, comme disait M. Assélé, les dates étaient tellement proches parce que le temps d'écrire, le temps qu'on reprend, ça devait être un peu lourd sur le plan d'initiative. Donc il a préféré lui laisser les autres en Europe pour suivre le match, donc pour avoir plus de temps de jeu et donc amener des petits pour les voir éventuellement ou au cas où demain il y aurait des problèmes, au moins ils sauraient que je peux compter sur eux. Ouais, c'est un peu, pardonnez-moi, c'est un peu cette approche que n'a pas eu M. Neveu. Vous voyez? Et là, M. Ibela s'inscrit dans la logique justement de la vision, la continuité pour dire si demain il y a un problème quelconque au niveau du Soudan, moi je sais que j'ai un contingent de joueurs sur le Gabon sur lequel je peux compter parce que les ayant vus justement en pleine action. Mermoz, est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet après cette défaite face à l'Égypte, 0 contre 2 je crois? Non, pour moi non. C'était un match amical et comme l'a bien dit Gaëtan, Saturnin, il est allé en Égypte jouer ce match pour voir le comportement des joueurs locaux. Il sait que ce n'est pas cette équipe qu'il va aligner pour la double confrontation face aux Camerounais. C'est une étape dans sa préparation, dans sa formation de cette équipe qui jouera contre le Cameroun. Et je pense que c'est bien pensé d'abord de faire avec ce que tu as sur la main, qui sont les joueurs locaux, parce que les expatriés ne pourront pas venir vu que les championnats européens sont en train de se jouer. Et après, maintenant, introduire 2, 3 joueurs expatriés qui pourraient éventuellement venir renforcer cette équipe des U23. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter dès lors qu'au niveau de l'Égypte, on sait que l'Égypte, par contre, c'est un pays où il y a, même si aujourd'hui, beaucoup d'Égyptiens s'expatrient un peu plus, mais on sait que c'est une équipe qui avait déjà toujours eu une ossature locale. Rappelons qu'en Égypte, sur le plan formation, ils n'ont pas de problème. Les U23, ils peuvent faire une équipe de U23 purement de joueurs locaux et de qualité, dès lors qu'on connaît le niveau du championnat égyptien, rien qu'en voyant
le nombre d'équipes que cette équipe envoie dans les coupes africaines et qui se retrouvent toujours dans les derniers carrés de nos deux coupes continentales de club. Serge Mouguegui, alors on a vu lors de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN remporté par le Sénégal, qui avait la présence du Cameroun. Dans cette équipe du Cameroun, évidemment, c'est une équipe dont les joueurs jouent localement. Il y a certains qui font partie de cette équipe qui va affronter le Gabon lors du 3e et dernier tour qualificatif de la CAN U23 qui va se disputer au Maroc. C'est un match à prendre très au sérieux, ce match contre le Cameroun. Oui, vous faites une bonne lecture et cela renvoie d'ailleurs au choix de jouer contre l'Égypte qui allie technique et physique. Maintenant, le fond sur la rencontre, effectivement, il y a quand même quelques soucis, il faut le relever, parce que lorsque vous regardez les situations de jeu, bon, lorsque nous lisons, puisque bon, c'est sur la presse écrite que nous avons pu avoir le retour de la rencontre. L'équipe va encaisser le premier but à la 36e minute, ensuite le deuxième, 62e et 69e. Vous voyez? Donc, apparemment, c'est une équipe qui a dû flancher sur le plan physique. C'est-à-dire que dès la première moitié, elle était déjà en train de subir. Certes, c'est un bon test parce qu'il faudrait que les garçons soient aguerris et reconnaître aussi, comme on l'a si bien dit, les garçons sont restés à un moment donné sans jouer inactifs pour cause de Coupe du Monde, c'est bien, mais lorsque l'on regarde l'équipe qui a été présentée par le Cameroun au CHAN, honnêtement, cette équipe aura un peu plus d'avance parce que c'est une équipe du Cameroun qui a joué d'ailleurs avec beaucoup de complexes, de supériorité. Et ça se comprend par le discours. C'est certainement dû au discours de leur président actuel qui pense que le Cameroun doit tout gagner parce que simplement il met beaucoup de moyens. Mais en valeur intrinsèque, je crois que nos petits, s'ils font copie au jeu du Niger ou bien des Malgaches qui ont su allier technique, précision, ils peuvent mettre en difficulté cette équipe du Cameroun. Mais ça va se jouer beaucoup plus par le mental. Brice Nengue. Pour avoir regardé le match dans son intégralité, je pense que physiquement on y était. On a tenu la baraque physiquement. On a même mis plus d'impact que les Égyptiens. Malheureusement, tactiquement, on n'y était pas. D'accord. On a complètement perdu. On a pris 3 buts sur des errements défensifs. C'est-à-dire que vous avez un moment où le premier but, on le prend, il n'y a que 3 Égyptiens contre 6 défenseurs gabonais, mais tous groupés au même endroit. C'est-à-dire que derrière, il n'y a personne qui regarde, qui couvre son positionnement. Et après, sur 2 touches de balle, on a pris le premier but. Le deuxième est arrivé quasiment de la même façon. La défense était lourde. Et en attaque, on n'a quasiment pas joué parce que dès qu'un Gabonais avait le ballon dans les 7 derniers mètres, il ne se préoccupait pas de ses coéquipiers. La première chose qu'il avait à l'esprit, c'était dégager. Je ne sais pas, c'était tirer dans le but. En premier mi-temps, on a mitraillé le gardien égyptien, qui est d'ailleurs très bon, malheureusement parce que les garçons étaient juste dans leur choix tactique, dans leur choix des dernières passes. Ils se contentaient beaucoup plus de jouer eux-mêmes plutôt que de jouer ensemble. Malheureusement, quand on ne joue pas ensemble, on n'arrive pas à grand-chose. 0 but contre 3, donc cette défaite des U23 du Gabon entraînée par Saturnin Ibela dans sa phase de préparation pour cette double confrontation face au Cameroun. Ce sera au mois de mars prochain, dernier tour qualificatif de la CAN U23 qui va se disputer au Maroc évidemment. Cette fois, on espère que cette équipe de U23 pourra bénéficier de l'accompagnement de l'État en tant que tel, qu'on sentira cette chaleur autour de cette équipe nationale pour que le Gabon arrive à disputer cette Coupe d'Afrique des Nations des U23 cette année au Maroc. Messieurs, on va ouvrir notre deuxième tiroir, notre deuxième thème de l'émission pour évoquer un autre fait d'actualité. Évidemment, la vidéo est virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo de Mario Lemina, ancien international gabonais de football, il s'est expliqué quasiment
un an, on va dire, jour pour jour, après la Coupe d'Afrique des Nations de football disputée par le Gabon, éliminé en 8e de finale par les étalons de Burkina Faso. Vous vous rappelez évidemment de cet épisode, Lemina Aubameyang qui avait défrayé la chronique, les deux joueurs qui avaient été renvoyés dans leur club au fin de passer des examens médicaux approfondis pour essayer d'avoir la preuve de leur incapacité à continuer à jouer au football. Eh bien, on a été heureusement surpris de voir que les deux garçons, finalement, n'avaient rien de grave et ils ont pu reprendre leur métier, celui de jouer au football. Alors, Mermoz, est-ce que vous avez été surpris de cette sortie de Mario Lemina? Oui. J'ai été principalement surpris parce que, pourquoi maintenant? Ça fait un an que la CAN s'est terminée. Ils sont partis déjà dans un embryo que beaucoup ne connaissent pas. On nous parle de ce problème de Covid, de lésions cardiaques qu'il fallait aller vérifier après dans son club, ainsi de suite. Des rumeurs de couloir nous ont dit oui, une sortie nocturne la veille du match que les Gabonais devaient jouer contre le Ghana, ainsi de suite. Bref, vous partez. Il y a un problème, on veut savoir, vous ne dites rien. C'est vrai, peut-être qu'ils n'ont pas communiqué au départ parce que l'équipe était encore en compétition. Il fallait peut-être laisser les coéquipiers terminer la compétition. Mais à la fin de la compétition, on n'a jamais entendu ni Pierre-Emerick, ni Mario Lemina, lui-même l'intéressé du jour, communiquer. Maintenant, un an après, venir déballer ce qu'il nous dit et qui pose un peu un problème. C'est là un peu toute la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Même si il y a les pro-Lemina qui aimeraient que Lemina et Pierre-Emerick reviennent en équipe nationale, comme il y en a qui disent qu'on a pu faire une Coupe d'Afrique assez honorable sans ces deux joueurs et qu'on pourrait s'en passer. Donc là maintenant, moi mon problème c'est cette nouvelle polémique maintenant. Pourquoi à dire que nous sommes à un mois de la reprise des éliminatoires de la CAN et une polémique qui pourrait encore venir un peu bousculer encore la tanière des Panthères. Gaëtan Kouka, alors vous avez également regardé cette vidéo. On lit à travers les propos de Mario Lemina qu'il y a comme selon lui une forme de complot peut-être ourdi par certains au sein du staff de l'équipe nationale et même peut-être même de la fédération. Peut-on penser un seul instant que le Gabon engagé en Coupe d'Afrique des Nations de football pourrait nourrir un complot contre deux de ces éléments les plus importants qui avaient intérêt à ce que Mario Lemina et Pierre-Emerick ne jouent pas cette Coupe d'Afrique des Nations? Monsieur Pambo, pour ma part, je ne ferai aucun commentaire sur cette actualité parce que, de mon point de vue, elle ne mérite pas d'être commentée. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Mermoz Assele l'a dit, ça fait un an, l'eau a coulé sur le pont, nous n'avons eu aucune communication. À partir de ce moment, pourquoi maintenant? Bien. Après, vous voyez, j'ai envie de m'adresser directement à M. Lemina, au président fédéral, au ministre des Sports, pour dire que à travers vous, c'est le Gabon qu'on fait mal. C'est au Gabon que nous faisons mal. D'accord? Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un cadre tout à fait serein, équilibré pour les performances à venir. À partir de ce moment, toutes les parties prenantes devraient s'asseoir et mettre un peu de dans le vin de façon justement à conjuguer le meilleur verbe et pouvoir justement s'orienter vers l'avenir. Donc, revenu sur ces faits, à tort ou à raison, je pense que si les gens s'asseyent, parce que chez nous les Bantous, lorsqu'il y a un problème, les gens s'asseyent pour apprendre les problèmes, serait bénéfique autant pour les uns que pour les autres. Donc, pour ma part, je ne commenterai pas simplement pour dire que le Gabon doit être au-dessus de tout et de tous. Serge Mounguengui, on avait cru le problème entre griffes soldées, qu'on était peut-être repassé à autre chose, puisque les deux internationaux avaient annoncé les jours qui suivaient leur départ du Cameroun qu'ils prenaient leur retraite avec l'équipe nationale du Gabon de football. Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie chez Mario Lemina? Est-ce que vous sentez qu'il a envie de revenir peut-être au sein des Panthères? Bien, ou il vient simplement régler des comptes? Non. Bon, comme on le dit dans nos coutumes, lorsque vous écoutez un bègue parler au départ, si vous ne l'avez pas entendu au départ, à la fin, vous allez l'écouter. Bon, M. Lemina aujourd'hui nous fait passer cet audio, bon, en sachant que lorsque le sélectionneur était passé sur certains médias, il avait bel et bien
dit que tout ce qui s'était passé au niveau de cette équipe nationale, c'était une affaire de vestiaire. Donc la communication était encadrée à cette époque. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, Mario arrive avec cet audio, cette vidéo. Certes, qu'il avait annoncé son départ pour l'équipe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, il vient dire ce que le sélectionneur n'a pas pu dire ou ce que les responsables, disons la fédération n'a pas pu aborder à un instant T? Parce qu'il faut, il faut se poser toutes ces questions. Et en plus, lorsque vous regardez pourquoi Mario fait cette interview avec, disons, bon, c'est vrai que vous allez me dire qu'il est libre d'appeler qui il veut et puis faire ses déclarations. Mais je pense qu'il est en quête d'une certaine légitimité. Il veut justifier certainement tous les comportements qui se sont produits lors de la CAN, parce qu'il dit qu'en ce qui concerne l'éminent et Aubameyang, c'était une télé-réalité. Mais ça a toujours été le cas. Lorsqu'on a vanté les mérites de l'éminent, mais c'est toujours faire croire, faire penser aux supporters que c'est des garçons exceptionnels. Bon, maintenant, étant resté dans cette bulle pendant un moment et que ça leur a porté, ça leur a porté préjudice et qu'ils viennent tenir ce propos, attention, dans le fond, moi je pense qu'il faut écouter l'éminent. Il faut l'écouter parce que aujourd'hui c'est l'éminent, demain c'est quelqu'un d'autre qui viendra le dire. Même si dans ce milieu, il se fait passer pour un garçon qui n'a pas de retenue. D'ailleurs, moi je comprends son problème. Avec Émeric, il a eu son père à côté. Toutes les fois qu'il devait avoir des déclarations un peu plus directes, il y a quelqu'un à côté, j'imagine son père, qui a dû lui donner les éléments de langage. Mais l'éminent, c'était un garçon qui s'est toujours retrouvé dans cette équipe nationale avec des déclarations à tue-tête. On précise quand même que pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo sur les réseaux sociaux, que Mario Lemina ne nie pas les faits qui ont été reprochés à ces deux garçons, puisqu'il le justifie en disant qu'au moment où les faits sont posés, eux, ils savaient qu'ils n'étaient plus du tout dans les petits papiers de Patrice Deveux, donc ils étaient plus ou moins libres d'avoir un comportement de joueurs qui ne sont plus concernés à ce moment-là par la Coupe d'Afrique des Nations de football. Est-ce que c'est compréhensible oui, ça se comprend, ça se comprend. Avec tout ce qu'ils ont vécu, et à un moment donné, ils se sentent plus concernés. Bon, enfin, pendant que les autres vont, ils peuvent prendre un petit... En sachant qu'ils étaient encore dans le groupe et que le Gabon n'avait pas terminé avec la compétition. Est-ce qu'en professionnel, est-ce qu'il n'y a pas cette responsabilité également qui pèse sur eux, en se disant, bon, si médicalement on a été déclaré inapte, bon, on va quand même continuer à soutenir le Gabon, soutenir nos coéquipiers, les pousser vers la victoire plutôt que d'avoir un comportement blâmable. Ou bien... Donc, en fait, imaginez-vous un seul instant que cette équipe aurait remporté la CAN. Qui aurait abordé les cas éminents et... Ça aurait été un cas isolé selon vous. C'est tout. Donc moi je dis, c'est souvent arrivé. Imaginez-vous, vous allez en mise au vert dans un pays X. Bon, il y a des garçons qui prennent 15 à 20 minutes sous une autorisation, aller faire une course et revenir. Ça existe. Ça ne peut pas influencer directement le résultat. Maintenant, lorsqu'il y a problème, effectivement, lorsqu'on décortique tous les faits, on arrive à trouver des éléments pour justifier parfois certains devoirs. Alors, je ne ferai pas l'avocat de l'éminent, mais le fond, attention. Brice Dengue, est-ce qu'il y a une forme de gâchis quand même chez ce garçon Mario Lemina? C'est un joueur talentueux, c'est vrai, qui a joué dans des superbes clubs, l'Olympique de Marseille, la Juventus de Turin, qui a même disputé une finale de Ligue des Champions avec la Juve, qui a joué en Angleterre. Il est pour un second bail dans le plus grand championnat du monde aujourd'hui avec le Wolverhampton, je crois. Même, je crois qu'il a été champion du monde. Champion du monde. Il va avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de gâchis? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de gâchis par rapport au talent du joueur, mais dans le comportement, dans les attitudes, laisse souvent à désirer? C'est certainement ce comportement qui a fait que Lemina, dans les grands clubs où il est passé, il n'est pas resté très longtemps. Vous savez, Lemina, moi, le premier problème que je perçois à distance de ce garçon, c'est
il ne reste pas très longtemps dans un club. Pour un joueur de ce niveau, de ce talent, c'est quand même compliqué de voyager tous les 6 mois pour trouver un nouveau club, s'installer, apprendre à jouer dans un nouveau club, apprendre à vivre dans l'environnement, puis 6 mois plus tard se retrouver, et vous remarquez dans sa carrière qu'il reste très peu en club, il est toujours en train de voyager pour pouvoir s'installer ailleurs. Je pense que le talent qu'on a perçu dès le départ chez Lemina, qui aurait pu servir à permettre au Gabon de traverser un cap, notamment ce cap historique des quarts de finale qu'on n'arrive jamais à dépasser, avec des garçons comme Lemina, on aurait pu se dire qu'on avait le talent qu'il fallait pour aller au-delà de traverser notre plafond de verre. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pour moi, c'est un véritable gâchis. Ce que je perçois dans la vidéo de Lemina, c'est qu'il reconnaît à demi-mot qu'il n'a pas agi en professionnel. Donc, il est un peu coupable de ce qui lui est reproché. Il le reconnaît. Mais de l'autre côté, il tente de refiler la patate chaude à d'autres personnes. Mais en fait, pas à la bonne personne, parce qu'après, il a peur de s'attaquer à la CAF. Et donc le moyen le plus sûr, c'est de cogner entre guillemets, sur les compatriotes, mais qu'il n'identifie même pas, puisque on sait qu'on était dans une compétition internationale, donc 100% gérée par la CAF et donc par le pays d'accueil. Après remettre en cause les résultats des tests que nous tous nous avons remis en cause, ce n'est un secret pour personne. On n'était pas d'accord avec ces tests Covid apparemment préfabriqués à l'avance. Mais vouloir imputer la responsabilité des tests Covid là au Gabon, pour moi c'est une erreur. Et puis je perçois à la fin que l'équipe nationale manque à Lemina. Je pense que il a envie de le dire, il a envie de revenir d'ailleurs. Il le dit à demi-mot quand il dit le Gabon. Quand il dit que les Panthères, sans Pierre-Emerick et Lemina, ça ne donne pas. Ça ne donne pas envie au peuple. C'est clair que vous avez le message, il est là. Si on ne le comprend pas, même vous avez besoin de nous pour être attractif. Maintenant, si Lemina veut revenir, il ne faut pas qu'il passe par presse interposée pour revenir en sélection. Il a le numéro de son entraîneur, qui l'appelle et qui discute entre eux. Ils tireront les conclusions. Et pour conclure sur ce point, rapidement, parce que qu'ils viennent ou qu'ils ne reviennent pas, là n'est pas le gros problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on garde cette stabilité, qu'on garde un environnement serein dans la tanière des Panthères qui a une grosse échéance. Il ne faudrait pas venir mettre un boulet dans cette petite sérénité qui s'est fait avec ce groupe. Et les boulets, on sait que Lemina peut emporter, parce que tous les Gabonais savent que vous avez remarqué les matchs de Lemina et Ibrahim. Il ne se donne presque jamais le ballon. Gaëtan, rapidement, on va mettre un terme à cette... Oui, monsieur Assele avait abordé un peu, parce que j'allais dans ce sens pour dire que, là je reprends quelque peu, et je gratte monsieur Inengue pour dire que un talent ne peut s'épanouir s'il n'y a pas un environnement propice. Donc vous voyez que l'un comme l'autre, justement, a besoin de l'autre pour exister. À partir de ce moment, je répète, il faut que les gens s'asseyent pour le bien du Gabon. Alors avant de terminer l'émission, une troisième thématique donc, que nous allons aborder, c'est celle relative donc, à ces signatures de partenariat entre la Ligue nationale de football professionnel et certaines marques. Messieurs, vous avez évidemment vu, et vous le savez désormais, Serge Monguengui, on a longtemps fait le reproche justement à la LINAF de ne pas avoir mis en relief tous les mécanismes lui permettant de pouvoir renflouer ses caisses. Là, c'est en train d'être fait. Le marketing important aujourd'hui pour le football moderne, pour une entité comme le LINAF. Oui, ben, écoutez, cela fait simplement suite aux recommandations de la task force. Vous savez que parmi plusieurs recommandations, l'une de ces recommandations était d'ailleurs, disons, faire appel ou alors contacter ou bien signer une convention avec une agence de communication et de marketing afin de pouvoir, disons, aider la LINAF et d'ailleurs les clubs, parce qu'il faut le dire, en termes d'organisation et de participation, les problèmes de mutualisation pèsent très lourd à l'État et que d'ici quelques années, comme il avait été dit, l'État devrait se désengager au détriment de ce type de partenariat. Maintenant, le partenariat dont il est question ici, bon,
personne n'a le contenu dans un premier temps. Je pense qu'au moment venu, nous aurons plus de détails concernant le contenu. Mermoz, il y a le fond et la forme. Là, on est donc dans la forme. Et dans la forme, évidemment, on peut saluer cet effort de la Ligue. On peut saluer, je suis d'accord pour l'effort qui est fait, mais moi j'ai une question, excusez-moi, on va peut-être dire qu'on est polémicard ici, mais moi j'ai l'impression qu'on prend les mêmes, on recommence. 2012, quand le président de la République fait en sorte qu'on injecte des fonds, on nous a fait venir des partenaires, notamment sur le plan de la retransmission des matchs avec Media Lusso, ainsi de suite, 5 ans pour former la LINAF et sur le plan communication, marketing, ainsi de suite, et après, ça devait glisser. Rien n'a été fait, c'est de l'argent qui est parti à la poubelle. On nous a fait les assises d'Angondier, on redit la même chose, on refait la même chose. La LINAF va signer ce partenariat. Je veux bien, il n'y a pas de problème, mais pour qu'une marque, pour que sur le plan marketing, on gagne quelque chose, il faudra aussi qu'il y ait un championnat courant. Il faut d'abord que les choses se passent bien aussi sur le terrain. Je ne vais pas venir mettre mon argent sur quelque chose, excusez-moi, qui est pourri et qui n'attire pas. Il faudrait aussi qu'il y ait un effort sur le plan structurel, organisationnel de notre championnat et que ce championnat se joue comme... Gaëtan Kouka, c'est la charrue avant les bœufs. Monsieur Pambo, j'ai envie de dire de qui se moque-t-on? Vous voyez le championnat, la Ligue nationale de football, pour ne pas la citer, existe depuis 2001. 2001. Nous sommes en 2023. Dans son ancienne version. Parler ancienne comme l'administration, elle est continue. Vous pouvez changer de dénomination, l'administration, elle est continue. Depuis 2001. Nous sommes en 2023, donc en gros 22 ans que la Ligue nationale de football existe. Et comme l'a dit monsieur Assélé, il y a eu des précédents. Vous voyez, les gens n'ont même pas la courtoisie, pour ne pas dire l'élégance, d'abord venir nous faire un bilan de la première gestion pour voir comment on peut évoluer. On arrive, on change les choses à notre convenance, comme ça nous plaît, comme ça. Et vous voulez qu'on a pris demain? Non, monsieur Pambo. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, qu'on s'asseye, qu'on soit conséquent. La conséquence, c'est de dire, nous avons démarré ici, avant d'arriver là, pourquoi nous avons échoué et qu'est-ce qu'il nous faut faire. Or, ici, vous voyez, les gens prennent des décisions tout simplement parce que, il ne faut pas oublier que la Ligue nationale de football est un organe de gestion. D'accord? Et là, je condamne au même titre aussi les membres. Où est l'intérêt aujourd'hui de la LINAF de faire un bilan de ce qui n'a pas été fait durant les décennies précédentes, alors qu'aujourd'hui, elle a la responsabilité de gérer le championnat national de première division et qu'elle met en relief tous les mécanismes, toute son intelligence pour pouvoir avoir des partenaires qui l'accompagnent je vous reprends la manière ce championnat. C'est cette même gestion que vous évoquez avec force et détail qui voudrait que lorsqu'on a géré, qu'on fasse un bilan. Donc, si les délégués ont rendu un bilan favorable, ben, ils sont tous comptables de la situation. Pourquoi? On a eu un service de communication, on avait dit qu'on devait accompagner dans la formation sur 5 ans. Où en sommes-nous? Ensuite, comme l'a dit monsieur Mungengui... Gaëtan Kouka, est-ce que c'est bien que la Ligue ait des partenaires qui l'accompagnent dans l'organisation du championnat? Fondamentalement, c'est une bonne chose. Fondamentalement, c'est une bonne chose. Donc c'est bon, donc on est d'accord, c'est bon? Non, mais c'est pas bon parce qu'on dit c'est bon. Parlons du bilan. Pardon, Serge Boubé, on va écouter Brice Degué. J'ai envie de croire que la LINAF va nous apporter quelque chose de nouveau cette fois. Mais le rétroviseur que je regarde, donc le passé, me rend un peu sceptique. Sceptique parce que même dans la communication, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. On nous dit... On a des partenaires. Ça coûte combien? Ça nous rapporte quoi exactement? Il faut qu'on nous dise. C'est pas tout de nous dire je vous apporte des ballons. Oui, mais combien de ballons? Sur combien de temps? Sur combien de temps? Il faut qu'on ait tous ces chiffres. Parce que si demain on doit interroger la LINAF pour demander qu'est-ce que vous avez fait de toutes les dividendes du partenariat, il faut qu'on ait déjà à l'esprit que ceux qui arrivent nous avaient promis telle chose. Et voilà ce qu'on va pouvoir demander. Là, on est un peu flou. On entend dire des choses. On entend dire qu'on a signé des partenaires. Il y a X, Y, Z qui vont arriver pour nous aider à mieux organiser les choses. Mais après, le vrai nœud de l'histoire, on n'en parle pas. On a gardé ce noyau-là
au placard. Donc il y a une opacité, évidemment. À mon avis, oui, parce qu'il vaut mieux qu'on en parle l'on pour que sait, ce généralement, soit bien plus clair. ouais, généralement, on sait que dans le milieu du football, notamment du football moderne à travers le monde, dans les pays développés, tout est clair. Si la Fédération française de football signe avec un partenaire, on a une idée précise sur le montant. C'est pareil pour la Ligue de football. Comment on compte le repartir. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, enfin, je ne veux pas vous donner les chiffres ici parce que je n'ai peut-être pas le droit, mais je sais que c'est la Fédération gabonaise qui signe. Mais vous devez donner les chiffres, justement, si on parle de transparence. Non, ici, Serge Monguengui, où est le problème? Ici, si les Gabonais veulent savoir... Pourquoi c'est la Fédération qui devrait signer? C'est la Fédération gabonaise qui signe, en fait, la convention avec l'agence de communication et de marketing. Je crois que c'était le 21 juillet 2021, je crois. Et ensuite, le 5 octobre 2022, la LINAF a réuni les clubs, les différents clubs de D1 et de D2 pour effectivement communiquer sur cette convention en présence de l'intéressé. Donc le contenu, comme je vous disais tantôt, on n'a pas plus d'éléments, mais je pense que les clubs sont informés des détails de répartition. C'est une affaire top secret, c'est ça? Non. C'est ce qu'il faut. Il faut communiquer autour de cette boîte noire-là. Il faut l'ouvrir. Dire comme ça, je crois que c'était ou bien l'argent l'agence. Non. L'agence devrait, disons, pouvoir concentrer quelques milliards. Et dans la répartition, la répartition, non mais c'est... Mais c'est l'homme, non, mais on est au Gabon, c'est l'ordre de grandeur, le milliard. Dans la répartition, au moins il y a un pourcentage de, je crois, de 65% qui devait être, pour l'agent. Je vais jusqu'au bout, ou bien non, allez-y. Vous préférez que je parle? Je vous le dis. Il y a un pourcentage qui devait être en fait pour l'agence, une affaire de 65% et 35% pour la LINAF. Je crois qu'à ma connaissance, c'est la répartition que j'ai de cela. On aura évidemment les détails de cette information. On aura le détail dans les prochaines éditions pour que les téléspectateurs soient édifiés. Évidemment, il n'y a rien de secret, c'est tout à fait logique et normal que les gens sachent exactement ce que ça rapporte à la LINAF. Et d'ailleurs, la LINAF a cette exigence de transparence, elle doit avoir cette exigence de transparence pour taire toutes les suspicions. Avant d'aborder, pour terminer l'émission, la rubrique consacrée au regard croisé, le jingle. Ah, ça faisait un bon bout, on n'avait plus eu cette petite musique dans les As de foot. Ça fait bien entendre quand même à l'oreille. Ouais. Alors, messieurs, Brice Ndenge, en avril prochain, le Gabon doit prendre part à un tournoi de football historique, évidemment, des jeunes, des petites catégories historiques, parce que c'est Montaigu, c'est un tournoi que l'on connaît depuis des années. D'ailleurs, on a vu certains de nos jeunes qui ont participé à ce tournoi de Montaigu, qui sont devenus après des internationaux, comme Chivas Tarzerou, ou même Domarcolino, Stéphane Guéman, voilà. S'il y a eu un petit trou de mémoire, c'était Stéphane Guéman dont je voulais parler. Le regard croisé, Brice Ndenge, c'était Brice Ndenge et Merbo, c'est bien ça. Brice Ndenge, doit-on prendre part à ce tournoi de Montaigu? Je sais que le Gabon doit jouer contre la République tchèque, contre le Portugal. Ils ont 3 matchs, le Portugal, le 3e, je ne sais plus. Est-ce qu'on doit prendre part à ce tournoi de Montaigu? Oui. Un oui fort, parce que c'est la vitrine internationale. Vous savez que ce tournoi amène le maximum de personnalités au stade, le maximum de recruteurs. Ces recruteurs qui ne peuvent pas souvent voyager de chez eux pour venir s'asseoir sous les tropiques pour regarder les jeunes jouer, là on a la possibilité d'aller vers eux et leur montrer ce qu'on peut avoir comme vitrine. Oui, parce que pour les jeunes, ce sera bien de s'exposer, de se vendre, de montrer qu'on peut jouer au ballon, on a des talents, on a des réserves. Et c'est cette réserve présentée à la face du monde qui permettra à ces recruteurs de se dire, tiens, si on a amené seulement 13 ici, on peut aller vers eux pour pouvoir peut-être regarder, peut-être qu'il y a d'autres joueurs qu'on peut regarder. Donc je pense que c'est une aubaine pour les jeunes et c'est important pour eux de s'exposer, de voir comment ça se passe ailleurs. Mermoz. On va essayer de répondre pour l'éventuel non. Mais moi je dirais non tout simplement d'abord parce qu'on pourrait dire qu'on va dépenser encore de l'argent pour... C'est vrai, c'est une faute pour les jeunes, mais on va dépenser de l'argent pour quelle équipe?
Nous n'avons pas, nous avons une DTN où le contrat du directeur technique pose problème. Nous n'avons véritablement pas de véritable championnat de U16. On prend des petits au bout de 2 mois, quand on dit venez vous regrouper, taf, 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 je fais une équipe et je m'en vais pour quelle prestation? Pour quelle prestation? Si le tournoi de Montaigu, pour moi, on n'y participe pas et ça nous élimine de ce tournoi qu'on ne nous appelle plus, je comprendrais pourquoi on y va. Mais si ce n'est pas le cas, moi je me demande pourquoi cette année on ira à ce tournoi alors que tout n'est pas réuni pour pouvoir emmener, excusez-moi, les jeunes dans les conditions optimales pour qu'ils puissent montrer le meilleur d'eux-mêmes alors qu'il n'y a rien de fait pour que ces enfants soient dans des bonnes conditions de jeu. Nous n'avons pas d'équipe de U16, nous n'avons pas de tournoi de U16. Et pourtant, nous connaissons la date de Montaigu. Ben, un tournoi aurait pu être fait en amont avec les différentes académies que nous avons dans notre pays pour sortir la meilleure équipe U16 possible pour aller à ce tournoi. Pour moi, je dis non pour cette année. Alors, le calendrier, évidemment, de ce tournoi de Montaigu est déjà élaboré. Le tournoi va se disputer en avril prochain. Le Gabon va disputer 3 matchs. Un match tous les 2 jours. Serge Monguengui entre Mermoz et Brice Dengue, lequel vous a convaincu? Bon, 30 secondes. Je pense que Brice a abordé la question dans le bon sens parce qu'il a privilégié la pratique du foot. En fait, c'est des enfants. Les enfants ne doivent que jouer, jouer et jouer parce que simplement, à ce tournoi, il est question des talents purs, à l'état brut en fait. Donc, l'opportunité à certains jeunes d'être détectés par des clubs assez structurés est à saisir. Donc, je pense que Brice l'a si bien résumé. Eh bien, c'était également votre résumé, Serge Monguengui. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous les 4 d'être passés une fois de plus dans les as du foot. On a eu évidemment plaisir à écouter vos arguments toujours pertinents. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous pour lundi prochain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et toujours en mouvement comme un ballon de football.